suis absolument ravie de t'accueillir dans les rencontres Un endroit où aller. D'habitude, je suis cachée. Là, aujourd'hui, je suis là. Je vais vous laisser discuter. Avant, je vais rappeler que les lecteurs de la librairie Gutenberg à Issy-les-Moulineaux sont nos partenaires ce soir. La librairie est notre partenaire et donc on accueille les lecteurs d'Issy-les-Moulineaux. Et avant de vous laisser discuter, je voudrais juste te dire une petite chose. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai repris le métro. Et j'étais absolument catastrophée de voir tous ces gens masqués. Je trouvais ça absolument épouvantable. Et donc, j'ai baissé la tête et j'ai plongé dans le livre d'Amanda, que j'ai commencé dans le métro. Alors, je te remercie, Amanda, parce que j'ai loupé mon rendez-vous, parce qu'en fait, 4 stations après l'arrivée, j'étais toujours dans ton livre. Donc voilà, c'était juste une petite annonce comme ça. Là, je vais disparaître, vous laisser discuter, et je reviens tout à l'heure. Merci, Fad. À tout à l'heure, Frédéric. Bonsoir Amanda, ça me fait plaisir de te retrouver, surtout aujourd'hui. Comment se sent le jour de la sortie de son livre? Qu'est-ce que ça fait de savoir que depuis ce matin, tous les gens peuvent aller dans la librairie trouver ton livre? C'est plus doux qu'une sortie de film parce qu'il n'y a pas la violence du jugement de la sortie. Donc, en fait, c'est comme une longue fête qui dure pendant des mois. On sait qu'on a le temps d'installer cet univers, ce personnage. Et j'ai beaucoup de lecteurs fidèles et qui étaient impatients et qui l'ont manifesté. Et donc, ça me fait très plaisir de les retrouver virtuellement et de leur offrir ça, surtout après cette période difficile qu'on vient de traverser. Je me dis que voilà, c'est un peu de douceur. Ouais. Et est-ce que toi, tu fais partie de ces auteurs qui vont, le jour de leur sortie en librairie, voir comment ça se passe, savoir si leur livre est bien positionné? Tu fais ça, toi, ou pas du tout? Alors, plus maintenant, mais pour mon premier livre, j'étais avec mon frère et ma sœur à la FNAC et j'étais un peu planquée parce qu'ils étaient en train de prendre mon livre et de le mettre partout devant tous les autres livres. Et j'ai dit non, on va se rendre compte que c'est moi. Non, bon, j'ai arrêté de faire ça depuis un moment, mais comme tu le sais, puisque je suis venue te voir dans ta librairie et tout ça, j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller dans les librairies pour découvrir d'autres auteurs, mais aussi pour signer mes livres, rencontrer les libraires, avoir leur avis. C'est important pour moi. D'accord. Alors, ton livre, Lettres d'amour sans le dire, est sorti bien aujourd'hui aux éditions Grasset. Est-ce que toi, en 1 minute 30, tu peux nous résumer ton livre? Faire le métier de libraire, un peu. C'est l'histoire d'une femme qui a plutôt beaucoup souffert dans sa vie et qui a décidé de se mettre entre parenthèses, peut-être en jachère amoureuse. Elle n'y croit plus, elle a plus envie de prendre le risque d'aimer, et donc ni d'être heureuse ni d'être malheureuse. Elle est un peu anesthésiée et elle vivait dans le nord de la France. Elle a suivi sa fille qu'elle a eue adolescente et qui pense lui faire plaisir en l'emmenant à Paris dans un monde un peu plus riche, et elles se sont perdues. Et un jour de pluie, alors qu'elle rentre de chez sa fille, elle pousse la porte d'une librairie, vous voyez, elle pousse la porte d'un salon de thé japonais. Ça aurait pu être une librairie, mais là, elle a poussé la porte de ce petit salon de thé japonais. La fille qui est là lui sert un thé et la confond avec quelqu'un et l'entraîne dans une pièce attenante où on va lui faire un massage, ce qui n'est pas du tout prévu. Elle ne sait pas dire non, elle a peur. Et le masseur japonais qui va lui faire ce massage va la bouleverser. D'abord par les sens et peu à peu va transformer sa vie, l'amener à apprendre le japonais pour lui dire je t'aime, sauf qu'en japonais on ne dit pas je t'aime, on dit il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'amour autour, d'où ce titre lettre d'amour sans le dire. Voilà, c'est la lettre qu'elle lui adresse après 1 année de massage et d'émotion pour lui exprimer cet amour avec la pudeur de la langue japonaise. Alors, j'ai une première question, parce que alors, moi, j'attendais avec impatience ton roman. En fait, c'est un roman, mais c'est aussi une lettre que tu nous as écrite. Tu as choisi de revenir sur le système épistolaire que tu avais très bien fait dans Les Terres Saintes, un livre qui, moi, est très important dans ma vie de libraire. Pourquoi avoir choisi justement ce procédé d'écriture? Est-ce que c'était plus facile pour faire passer des messages, ou est-ce que c'était plutôt une question d'élégance? Parce qu'il est très élégant, ton roman. Il est très délicat, très subtil, très poétique. Il y avait 2 choses. D'abord, dans la lettre, il y a la prise de risque. Il y avait ce besoin pour moi que cette femme se jette à l'eau et on ne sait pas ce que pense quelqu'un en face. Donc il y avait, voilà, c'est vraiment c'est ni un monologue ni un dialogue, c'est un message d'espoir, c'est une bouteille à la mer. Je trouvais que c'était
enfin, je me le suis pas dit comme ça, mais je pense que c'est dans l'air que les gens doivent faire un pas les uns vers les autres, qu'on ne sait plus se dire les choses, qu'on a peur, qu'on ne sait plus exprimer l'amour. Et j'avais besoin qu'elle se fasse violence et qu'elle aille chercher des choses en elle. Et du coup, moi aussi, j'avais besoin d'aller chercher des choses. C'est pas la même façon de raconter que dans les Terres Saintes, puisqu'il n'y a pas de retour de lettre, il n'y a que cette seule et unique lettre adressée à cet homme. Et je trouvais que ça disait beaucoup du personnage parce qu'il y a ces silences autant que ces mots. Et dans tout ce qu'elle omet de dire et qu'on croit entendre, il y a d'abord ce qu'on perçoit d'elle, mais aussi ce qu'on peut mettre de nous-mêmes. Et dans cet équilibre, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très joli sur l'amour, puisque là, on vit toujours un peu par procuration. Et je voulais que dans ces silences, on puisse mettre nos cris, nos douleurs, nos envies, nos désirs, et qu'on puisse s'approprier cette lettre. En fait, c'est un concentré d'émotions et il est très intense, ton roman. Moi, j'ai envie de dire que finalement, le fait qu'il y ait eu ce massage, on a l'impression qu'il a réanimé Alice, ton personnage principal. On a l'impression que, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'histoire des 4 R, c'est-à-dire réanimation, reconstruction, renaissance, résurrection? Est-ce que c'est ça au fond, ce roman? On peut dire ça, d'autant plus que anima, voilà, en italien, en latin, c'est l'âme. Et la réanimation, ce n'est pas que revenir à la vie dans son corps ou revenir à la vie intellectuellement, c'est l'âme. Et l'âme, c'est toute la noblesse, l'élégance de l'être humain. Et oui, évidemment, elle ressuscite parce qu'elle y croit encore. Et en fait, ce qui est beau, c'est qu'il lui offre les illusions qu'elle a perdues. Et l'amour renouvelé, à tous les âges, c'est une chose de l'enfance, une chose de la naïveté qu'on retrouve. C'est comme se remettre à croire au Père Noël. Parce qu'elle a 40 ans. Oui, se remettre à croire en Dieu quand on pensait que la foi nous avait quittés. C'est quelque chose de très profond. Et plus on est abîmé, plus le temps passe, moins on croit en l'amour. Et parfois, on croise le visage d'une personne qui n'y croyait plus et qui dit « mais c'est au moment où je m'y attendais le moins que la vie m'a surprise, que l'amour m'a surpris. » Et il y a toujours cet étonnement de se demander est-ce que c'est parce qu'on est prêt à le recevoir ou est-ce que vraiment ça nous tombe dessus comme quelque chose que le destin a programmé ou ce qu'on veut appeler le destin. Alors, je suis beaucoup ton travail, surtout de ton travail d'écriture. Et moi, ce qui m'a surprise, c'est surtout ces descriptions qui sont super importantes, qui apportent de la profondeur. Et surtout, je crois que c'est ton roman le plus, j'ai envie de dire, sensitif. Parce qu'en fait, il nous amène au sens, le toucher, l'odorat. Et puis, il y a cette atmosphère du Japon qui fait que ça enrobe et ça contrebalance. Il y a beaucoup de douceur, de délicatesse. Pourquoi avoir choisi le Japon? Tu es attiré par tout ce qui est les rites japonais, la croyance ancestrale? C'est quoi exactement qui t'a attiré là-dedans? J'ai toujours été attirée par le Japon. J'y suis jamais allée. C'est le voyage de mes rêves. Donc, j'espère que je pourrai y aller un jour. Mais c'était plus parce que je pense qu'on est dans une ère où on a du mal les femmes et les hommes ont du mal à retrouver leur place. On a tous envie d'avoir les mêmes droits et c'est légitime et c'est beau et on se bat pour ça. Et en même temps, il y a une sorte de perte de repère de la masculinité et de la féminité. Et je voulais en fait recréer ce yin et ce yang dans une autre sorte de différence qui n'était pas la masculinité et la féminité, mais des mondes qui sont différents et qui s'appréhendent et se comprennent peu à peu. Et du coup, le Japon reste un des endroits qui à la fois est très accessible entre guillemets parce qu'on a tous l'impression qu'on connaît des choses du Japon, on a plein d'images du Japon dans la tête et en même temps c'est un vrai mystère, c'est une île qui a gardé justement ses croyances ancestrales, une sorte de mystère total. C'est pas comme si elle s'adressait à un Américain où on a les mêmes références, les mêmes films, là c'était le mystère et cet homme du coup représentait l'étonnement de l'amour, le mystère, le contraste amoureux. Voilà. Et le Japon représentait aussi ça, cette chose qui m'a toujours fait rêver, moi, et du coup qui a toujours fait rêver Alice, ma narratrice, et qui va réveiller en elle cet amour perdu.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que dès qu'elle va être en contact avec cet homme, ça devient dire presque une obsession, puisqu'elle va apprendre le japonais. Elle va tout faire pour s'intéresser à ce qu'il est lui. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, ça, d'apprendre une langue pour être proche de quelqu'un? En fait, on apprend toujours la langue de quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, c'est apprendre sa langue, apprendre à lui parler, apprendre à l'écouter surtout, apprendre à respecter sa temporalité, ses silences. Et voilà, même quand nous, on se parle, il y a un temps d'adaptation à nos rythmes, à nos façons de parler. Il y a des gens qui révèlent des belles choses de vous. Les gens qui vous interviewent le mieux, en fait, les plus grands intervieweurs sont des gens qui vous rendent plus intelligent, plus fort, plus persuadé que ce que vous dites est intéressant, et c'est leur regard qui vous transforme. Et donc il y a quelque chose dans l'amitié aussi de ça. Voilà. Donc on apprend toujours la langue de quelqu'un d'autre, et là de façon en tout cas très, très réelle et imagée. Mais j'ai vraiment aussi en tout cas je l'ai beaucoup vu chez des femmes. Je pense que les femmes mettent tout ce qu'elles ont dans le cœur quand elles tombent amoureuses. Il y a une générosité féminine d'une force immense, une volonté quand on aime que j'ai lu dans des romans chez les hommes, mais que j'ai moins vu dans la vie. D'ailleurs, page 36, je vais te citer là, tu as écrit quelque chose qui est fort. On peut sentir qui sont les gens qui nous touchent physiquement, leurs émotions. Il y a dans la peau les traces de ce qu'on est. Et ton personnage, Alice, c'est ça, en fait, elle est très marquée. Et le fait d'aller écrire cette lettre à cet homme qu'elle ne connaît pas, parce qu'il est très riche. Il y a plein de choses qui sont intéressantes, la relation avec sa fille. Mais j'ai une première question. Ta narratrice s'appelle Alice Cendre. Est-ce que c'est pour rappeler on renaît de ses cendres ou pas du tout? Alors, sûrement, mais je ne l'ai pas tout de suite pensé. Je pense qu'il y avait un mélange de la petite fille qui avait des rêves de Alice au pays des merveilles brûlées. Il y avait, je trouvais ça assez joli, les cendres, je trouvais ça assez mystérieux. Il y a tout ce moment où on lui dit quand elle est professeure et qu'on lui dit que les élèves trouve que c'est une femme de l'hiver, une femme novembre. Il y avait quelque chose que je voulais que sa vie soit empreinte de quelque chose de très noir, mais qu'elle arrive à redevenir lumineuse. D'ailleurs, il y a quelque chose de très fort et de très glaçant, on va dire, c'est quand elle est professeure de français et elle apprend que ses élèves trouvent qu'elle donne froid. C'est terrible, ça, de donner froid aux gens. Il fallait vraiment qu'elle soit très, très noire pour renaître, justement, se reconstruire. C'était une volonté de ta part qu'elle ait vraiment des souffrances ou ça s'est venu comme ça? En fait, je me suis dit en écrivant ça que je ne savais pas si c'était vrai ou si c'était sa fille qui voulait lui faire un peu de mal. Et en fait, je pense qu'il y a toujours cette chose injuste où parfois, ça nous est tous arrivé de nous moquer de nos professeurs et souvent de ceux qu'on aime le plus, en fait. Parce que ça devient des personnages de nos vies et comme on peut se moquer de nos parents, de nos cousins, de nos oncles, mais il y a une affection. Et je pense que pour un professeur qui peut surprendre une conversation, il pourrait avoir une impression de négatif et en même temps, voilà, souvent ça fait partie du personnage quand on a un orateur en classe, un professeur passionné. En même temps, on a une moquerie parce qu'on est adolescent et que cette passion nous dépasse dans une salle devant 30 personnes. Et à la fois, elle est fascinante et galvanisante. Donc, je pense que c'est un mélange des deux. Il y a de très belles phrases, il y a des expressions aussi, alors que j'avais marqué, une petite pelote de peine. Je trouvais ça très très beau. Et pareil, tu dis qu'elle ressemble au papier peint du salon de son enfance. C'est très imagé, mais ça crée une atmosphère particulière. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une atmosphère qui est quand même particulière dans ce roman. On n'est pas habitué à te voir dans cette atmosphère et je trouve que ça te va bien. Et d'ailleurs, c'est très visuel. Est-ce que maintenant, quand tu écris des livres, tu penses que tu vas les mettre en images? Non, mais ils sont souvent visuels, mes livres, mais je pense beaucoup en images et après j'écris, mais c'est souvent des images qui viennent me chercher d'abord. Et d'ailleurs, je suis jamais angoissée si je perds un carnet sur lequel j'ai écrit quelque chose, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas, même si pour moi le style, c'est raconter ce qu'on a dans la tête précisément. Donc je fais pas de figure de style où je cherche souvent à être le plus économe possible, à trouver les mots justes. Et donc, dans l'image, il y a pas 1000 façons d'écrire une image. C'est Simenon qui disait vous voulez écrire que vous sortez et qu'il pleut, on écrit je sors et il pleut.
Il n'y a pas besoin de mettre il pleuvait comme ceci. Voilà. Et en fait, je pense que plus on progresse dans l'écriture, plus on a envie de cette tension, de cette économie de mots. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Il est assez mélancolique, mais une mélancolique positive. Et alors, sans trop dévoiler, pour pas que les participants, je leur dévoile tout, il y a un truc très important, c'est la relation mère-fille. C'était important pour toi de traiter la relation mère-fille qui est un peu particulière, là, entre Alice et sa fille. C'était important aussi de rentrer dans ces liens-là. Parce qu'elle n'est pas tendre, sa fille. Hein. Elles sont pas tendres. Mes thèmes, les liens familiaux. Et en fait, je trouvais ça touchant que cette fille croit qu'elle satisfait sa mère en accomplissant un destin bien rangé, en épousant un homme comme il faut, etc. Et elle pense qu'elle fait plaisir à sa mère et peut-être qu'elle exécute une partie du destin qu'elle lui avait enlevé, parce qu'elle est devenue mère adolescente, que c'était pas un enfant qu'elle avait prévu, et donc elle s'est dit peut-être je vais lui rendre voilà ce qu'elle n'a pas pu avoir, alors que sa mère, elle, aurait voulu que justement elle s'amuse, qu'elle fasse ce qu'elle n'avait pas pu faire, mais d'une autre façon complètement. Et je pense qu'il y a toujours c'est toujours intéressant, et ça crée des personnages forts quand il y a ce contraste entre ce qu'on imagine que nos parents attendent de nous et ce qu'ils attendent réellement, cette incapacité à l'exprimer et voilà, cette désobéissance nécessaire pour devenir quelqu'un. Et je pense qu'elle n'a pas eu le temps elle a désobéi à ses parents, mais elle n'a pas eu le temps de savoir ce qu'elle aurait voulu faire. Et en fait, elle comprend ce qu'elle aurait voulu que ce soit sa vie en voyant vivre sa fille et en se disant je voudrais surtout pas être comme ça. Et c'est un peu violent, mais je pense que ça fait partie de sa capacité à s'émerveiller, à aimer hors du cadre. Parce qu'elle voit sa fille, elle se dit que c'est pas une vie pour elle. Surtout, c'est une prof de français, donc c'est quelqu'un qui a toujours aimé le romanesque, forcément. Donc voilà, elle veut quelque chose d'incroyable. Et dans cet amour-là, qui est presque complètement fantasmagorique, il y a cette incroyable, cette magie. Pourquoi les profs de français? C'est plus facile parce qu'on va avoir des références littéraires ou c'est le hasard? Elle a expliqué qu'elle écrive, enfin j'espère un peu bien, et surtout, du coup, la lettre devenait quelque chose de naturel, aussi parce que je voulais qu'à la fois elle vienne d'un monde simple, mais qu'on sente qu'elle est allée vers quelque chose de formidable et qu'elle a voulu transmettre et qu'elle s'est sauvée grâce à la littérature, qui est aussi une forme d'émerveillement et d'amour. Et je voulais aussi qu'elle, à travers la littérature japonaise, qui prend quand même une place dans le roman, elle arrive à comprendre cet homme dont elle tombe amoureuse. C'est toi qui as écrit les haïkus qui est à l'intérieur? Oui, c'est toi. Hein, ouais. Et c'est facile à écrire ou c'est compliqué? Non, je le trouve pas hyper bon, mais je voulais pas qu'elle écrive un haïku trop formidable. Non, c'est un vrai art. Et je pense que d'ailleurs, ça va mieux à la langue japonaise qu'à la nôtre, parce que c'est comme de la musique, c'est comme écrire des chansons, c'est vraiment quelque chose de... Il y a beaucoup de règles précises et c'est intéressant. Ouais, moi je trouve il était plutôt pas mal. Hein. Ça allait bien, ça se fondait bien. Même tous les petits mots en japonais qui sont traduits, hein, je trouve qu'ils apportaient, ils avaient du sens. Ils apportaient tous quelque chose de particulier. Et moi j'ai envie de savoir, on va un peu sortir du roman, j'ai envie de savoir ce que t'apporte la littérature à l'heure actuelle. Bah là, avec le confinement, je pense que tout le monde a compris à quel point la littérature était forte après 12 heures de Netflix. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que voilà, il y avait autre chose. La force de la littérature, comparée aux autres, enfin, en tout cas au cinéma ou à la télé, c'est qu'on est acteur des livres qu'on lit, qu'on participe, qu'on répond à l'auteur dans sa tête, qu'on invente, qu'on s'octroie des pauses, on fait beaucoup plus entrer son imaginaire dans un livre que dans un film. Et donc, voilà, c'est comme... c'est un sport intellectuel bien plus intense que de regarder un film. Je pense que moi, ça m'a toujours transporté bien plus loin. En fait, tu es un écrivain complet parce que tu as écrit du théâtre, tu as écrit des chansons, tu écris des romans, tu écris des scénarios, donc tu sais tout faire. C'est quoi qui te plaît le plus? Écrire du romanesque ou écrire c'est quoi? Bah, écrire des romans, ça a toujours été mon rêve. J'ai commencé en disant j'écrirais des romans. Voilà, c'était
si je devais choisir qu'une chose, ce serait le roman. Après, écrire un scénario, ça n'a de sens que s'il y a un film derrière. En fait, c'est un objet. Le scénario, c'est un objet pour faire rêver. Donc, c'est formidable d'être la première pièce d'un édifice, mais ça n'a pas l'élégance de la littérature. Et puis, il y a aussi il y a et le formidable de partager avec une équipe et le risque de ne plus être maître de tout. Donc, c'est le talent de plein de gens qui s'additionnent un film. Et ça nous échappe. C'est toujours un miracle, un film réussi. Donc, c'est super quand on partage avec des gens qui subliment. Parfois, c'est frustrant quand aussi on manque de moyens. On n'est pas tous à égalité. Quand on fait un film, il y a le budget et une réalité, alors qu'avec un papier, un stylo, tout le monde peut écrire un bon ou un mauvais livre. Voilà. Alors, pareil, c'est magique parce que c'est un truc de troupe, c'est super, mais très vite, je me sens plus, je me sens dépossédée. Alors que les romans, je pense que c'est un vrai lien direct avec mes lecteurs. Tu as mis combien de temps pour écrire Lettre d'amour sans le dire? Ça a été rapide d'un coup ou tu as mis du temps à le construire? J'ai mis du temps dans le sens où j'ai eu l'idée il y a pas mal de temps et qu'elle a flotté longtemps en moi. Donc elle revenait tout le temps et j'attendais peut-être le bon moment dans ma vie, mais je savais qu'il fallait que j'écrive ce livre. Et j'écris quelque chose d'autre qui sortira chez Grasset, je sais pas, bientôt, j'espère, mais pas tout de suite, et qui est une saga familiale en 2 volumes qui prend un temps fou, avec, voilà, j'ai des notes partout, des personnages. Et à un moment, il a fallu que je sorte de cet univers parce que ce livre m'a appelée. Donc, c'est toujours difficile de dire, mais j'ai mis du temps du coup entre les promesses et celui-ci, puisqu'il y a autre chose dans ma marmite. Mais celui-là, voilà, il est arrivé comme une urgence, il attendait. Mais j'ai mis du temps parce qu'il est très, très ciselé, très précis. Et oui, j'ai mis du temps. Alors, dans ton précédent roman, dans Les Promesses, tu étais dans la tête d'un homme. Là, est-ce que tu as eu des contraintes pour repasser dans la tête d'une femme? Bon, c'est plus facile parce que tu en es une, mais ton personnage, est-ce qu'il est toujours avec toi ou est-ce qu'il t'a quitté? Est-ce qu'il est toujours, il hante tes nuits, il revient te parler? Est-ce que Alice te tape à la tête en disant t'es pas allé jusqu'au bout, finalement tu aurais dû aller beaucoup plus loin? Ou pas du tout, ça y est, le livre est sorti, il ne t'appartient plus. C'est pas ce truc des acteurs qui n'arrivent pas à sortir de leur personnage. Non, Alice, en fait, moi j'ai l'impression que tous mes personnages, je les trimballe avec moi et puis qu'ils resteront là et qu'on on cohabite joyeusement ou pas, mais elle fait partie de moi, c'est une version de moi. Donc, je me pose pas la question à partir du moment où je suis en train d'écrire, je suis elle, entre guillemets, mais c'est plus parce que j'ai de l'empathie pour les personnages que j'invente, que j'écris. Ils sont pas parfaits, mais je les excuse de qui ils sont, je les comprends, je les aime. Donc, non, il y a pas de... Je pense pas que j'ai de frustration. En revanche, il y a un rêve, il y a un vrai rêve qui est que j'aimerais que quelqu'un réponde à Alice et j'aimerais que ce soit un écrivain japonais. J'aimerais qu'un écrivain japonais réponde à la lettre d'Alice à travers un personnage, après à travers Kifumi ou qui veut, mais je voudrais qu'il y ait une réponse et qu'elle reste pas toute seule. Est-ce qu'il va être traduit au Japon, ton livre? Je sais pas, David Fonkinos vient de l'envoyer à sa traductrice japonaise, mais j'aimerais bien, j'aimerais tellement. Il y a une phrase très forte, moi j'ai retenu aussi dans ton roman, c'est « vous écrire et tout ce qu'il me reste ». C'est très beau, c'est un cri, c'est très fort. On a l'impression que c'est un cri de détresse, mais c'est aussi un cri de bonheur intense. Elle apporte quoi cette phrase? Elle te parle beaucoup, elle te parle. C'est vrai que est-ce que écrire, c'est la seule chose qui va nous rester au fond? Écrire à quelqu'un ou quelque chose pour marquer. Je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est ce que je pense qu'on a de plus précieux parce que c'est la sincérité absolue. Contrairement au corps ou à la voix qui nous trahit, je pense que dans l'écriture, il y a quelque chose qui dit qui sont les gens.
je pense que, d'ailleurs, on dit souvent, on pardonne souvent aux gens parce que, ouais, on a parlé, on s'est emballé, on a dit les choses, on les pensait pas. Mais un écrit, ça reste, ça vit, et ça dit quelque chose de nous au moment où on l'écrit. Et du coup, oui, c'est une chose qui reste pour toujours et qui reste quand on a tout perdu. Tu as écrit aussi « Les femmes comprennent les silences du cœur ». Est-ce que tu penses que les hommes ne sont pas capables de comprendre les silences? Je pense que les hommes sont capables, mais les hommes n'ont pas envie d'entendre. Donc, voilà. Après, c'est toujours dur de dire les hommes et les femmes. Je trouve ça idiot parce qu'il y a des hommes qui ont une sensibilité, des femmes qui n'en ont pas, évidemment. Je déteste les généralités, quelles qu'elles soient. Mais c'est vrai que souvent, sûrement parce qu'on est élevé dans ce truc de princesse passive de Disney où on attend que quelque chose nous arrive, on interprète les silences des hommes quand on tombe amoureuse. Je vois toutes mes copines qui me disent mais enfin, regarde-moi ce texto avec les points de suspension, ça va quand même dire quelque chose. Non, pas forcément. Mais voilà, on a envie de mettre ce en quoi on croit dans tous les silences. Et c'est quelque chose de l'ordre de la croyance religieuse presque. Et quelque chose de l'ordre de la foi dans l'amour. De croire et de projeter ce dont on rêve, ce dont on a envie, ce qui nous rassure. Et ça coïncide malheureusement rarement avec la réalité. Alors là, ta lettre, c'est une lettre d'amour, mais je me dis qu'aussi ce roman, lecteurs, on peut s'identifier parce qu'on a tous dans notre vie connu quelqu'un, même s'il nous a pas fait une imposition, j'ai envie de dire imposition des mains parce que c'est un peu ça, on a l'impression qu'il la réanime, on a tous quelqu'un qui nous a touchés dans notre entourage. Donc je trouve que ça, c'est la force aussi de ton roman, c'est-à-dire qu'on peut s'identifier, il est assez universel et pas complètement fermé à la déclaration d'amour. Je ne sais pas ce que tu en penses, si c'est aussi dans ce sens-là que tu l'as écrit aussi, mais je trouve que c'est très important. On croise toujours des gens qui nous marquent et qui nous apportent beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut leur dire d'ailleurs. Et je pense que si ce livre, ça donne envie aux gens de se dire, bah, moi aussi, je vais écrire, peu importe le temps que ça me prend. Et c'est pas forcément, voilà, écrire. Tout le monde porte en soi, si ce n'est un livre, en tout cas une lettre ou une déclaration, et ça peut être à son meilleur ami comme à ses parents. J'ai toujours pensé que c'était très important. Et contrairement à ce que les gens pensent, les lettres vivent parce que quand on retrouve la lettre de son père qu'on a ouverte à 18 ans et quand on la retrouve à 50 ans quand il est parti, elle ne nous raconte pas la même chose puisqu'on n'est pas la même personne. Et la personne qui reçoit comprend des choses qu'elle n'avait pas comprises. Moi, avant d'être mère, j'ai pas compris plein de choses que ma mère me disait. Aujourd'hui, je comprends encore autre chose. Et je pense que voilà, relire les lettres, retrouver le courrier, c'est quelque chose qui reste, qui pèse, qui transforme. Et j'ai une boîte où j'ai toutes les lettres importantes de ma vie qu'on m'a envoyées et que je relis souvent et qui sont comme les grands romans, quelque chose qui me fait réfléchir, comprendre, pardonner, avancer. Et si vous portez une lettre en vous, je pense qu'il faut l'envoyer. Est-ce que toi, tu écris des lettres? Beaucoup, ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir des correspondances avec des auteurs, je ne vais pas citer les noms, mais on s'amuse à correspondre et c'est très, très drôle. Et c'est vrai qu'après, je crois que c'est Véronique Olmy qui m'a dit ça, parce que je ne vais pas le cacher, on s'écrit beaucoup avec Véronique Olmy et on a des échanges. Et on s'est dit que ça pouvait être un trésor et qu'on aimerait bien se retrouver plus tard et les ouvrir et regarder ce que ça allait donner. C'est vrai que c'est un trésor en fait et c'est un refuge. Parfois, on a besoin d'aller relire des lettres. C'est vraiment un refuge. Une des choses, je ne dis rien contre la technologie, mais c'est une des choses qui m'embête un peu dans les mails et dans les échanges de SMS, qu'à un moment, mais ça va disparaître. Et je pense que retomber sur du courrier de nos grands-parents, découvrir une histoire d'amour secrète ou juste cette lettre d'excuse qu'on n'avait pas vue, je pense que c'est tellement fort dans une vie que ce serait dommage de ne pas laisser de traces. Donc, en tout cas, à mes enfants, je leur écris toujours des lettres dans les moments importants et je leur écris des livres, des choses, mais je leur écris des livres que pour eux. J'écris des choses qui vont rester et qui sont comme des petits cailloux qu'on laisse sur le chemin. C'est pour ça que dans le titre, tu tenais absolument qu'il y ait le mot lettre parce qu'il est très long ce titre. Je voulais, oui, je voulais vraiment dire que c'était, voilà, c'est un courrier, c'est une lettre unique. J'aimais bien l'idée qu'on se dise que
il y a quelque chose de l'ordre du voyeurisme aussi, de trouver cette lettre qui ne nous est pas adressée et de nous dire, alors qu'elle révèle des choses d'une intimité folle, et on continue à regarder. Je pense que ça fait partie du désir de lecture et du plaisir. Et donc, oui, il y avait la réalité de qu'est-ce que c'est que ce livre, qu'est-ce que vous allez trouver dedans. Il y avait la lettre, ensuite, lettre d'amour sans le dire, j'avoue, il y a eu dans la maison d'édition, il y avait tout et son contraire. Il y en avait qui trouvaient ça formidable, d'autres qui me disaient, mais c'est pas du français. Et moi, j'ai dit, non, je suis sûre de mon titre, c'est quelque chose de... Moi, j'aurais envie de lire un livre qui s'appellerait comme ça. Ça interpelle en fait, parce qu'on se demande mais pourquoi sans le dire, alors que c'est une lettre, donc ça veut dire que c'est adressé à quelqu'un. Donc à partir du moment où on acte quelque chose ou qu'on a quelque chose à dire, donc, il interpelle, non, et puis cette branche de cerisier japonais va bien aussi. C'est toi qui l'as choisi? Oui, j'avais envie de quelque chose de très japonisant. Ils m'ont proposé plusieurs choses et oui, j'ai choisi celle-là. Voilà, Frédéric. Oui, je réapparais parce que j'ai énormément de questions, comme tu t'en doutes, Amanda. Malheureusement, je ne peux pas tout faire. Alors, j'ai une question de Nolwenn, je pense. Et vous avez choisi un décor italien pour les promesses. Ici, on trouve quelque chose du Japon. Qu'est-ce qui détermine ce choix? Alors, pour le Japon, je crois que j'ai un peu répondu. C'est vrai que y avait cette envie de dépaysement. Donc, ça ne se passe pas au Japon, mais il y a tout ce mystère japonais, parce que ça se passe à Paris. Et surtout, je ne connais pas le Japon. Donc, j'étais vraiment dans la peau de mon personnage qui est dans cette fantasmagorie du Japon. Je voulais rester dans sa sincérité. Donc, je suis jamais allée, mais j'en rêve. Je parle des romanciers japonais que j'aime. Donc, c'était quelque chose de proche de moi. Et j'avais cette envie, comme je l'expliquais, de recréer cette dualité homme-femme en créant ce mystère du Japon. Et je pense que c'est plus une demande par rapport au fait du décor. Est-ce qu'il y a un décor qui s'impose à chaque fois ou est-ce que c'est pas forcément le décor qui s'impose? Le Japon, là, c'est vraiment pas, c'est pas un décor, mais c'est plus comme une fantasmagorie. Et l'Italie, ça partait d'autres choses qui a souvent été dans mes livres, qui était que mon personnage dans les promesses était tout le temps entre deux mondes, entre deux pays, entre deux prénoms, entre deux femmes. Et donc, il avait cette espèce de schizophrénie qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mes livres, dont je ne prends pas conscience forcément quand j'écris, mais voilà, j'avais ce besoin d'expliquer qu'il ne trouvait pas son centre de gravité et qui était aussi ce qui l'empêchait d'aller vivre pleinement sa vie. C'était qu'il ne savait pas de quel côté elle était. Voilà. Alors, il y a une question de Nadège. Il y a deux questions qui se rejoignent un peu. Nadège demande si le personnage d'Alice est inspiré de ta personnalité. C'est une fidèle lectrice, précise-t-elle. Et Véronique dit, vous dédicacez ce roman à votre maman. Est-ce que votre mère a été l'inspiratrice du roman? Est-ce que c'est un peu son histoire? Alors, le personnage me ressemble sous certains aspects. Et du coup, je pense qu'il ressemble aussi à ma mère parce que je pense qu'il ressemble à beaucoup de femmes. Je pense qu'il n'y a pas une femme, ou alors tant mieux, et elle a une chance folle, mais il n'y a pas une femme qui n'a pas été, ou un homme, mais pas un être humain qui a bossé par une histoire d'amour. Quand on plonge dans sa première histoire d'amour, on pense que c'est pour la vie, c'est souvent la plus belle et la rupture la plus difficile. Et je me rappelle que la première fois que mon fils aîné a eu un chagrin d'amour, qui était vraiment de juste une petite fille à l'école qui ne l'aimait plus, et je lui avais dit, on avait parlé, et puis je lui ai dit, tu ne vas pas comprendre ce que je te dis aujourd'hui. Je lui avais écrit ça. Tu ne vas pas comprendre ce que je te dis aujourd'hui, mais même ton chagrin est tellement précieux parce qu'un jour, tu sauras que tu t'en remets de ce chagrin. Et je crois que c'est une des choses les plus difficiles de l'amour, c'est de se dire, même les gens qu'on pense qu'on a tellement aimé, qu'on ne pourra jamais vivre sans eux, que rien ne pourra nous guérir, on sait qu'en fait, non, on finit par tenir debout. Et donc, il y a toujours ce rêve de l'amour qui reprendrait tellement de place et tellement de force que on croirait encore qu'on ne pourrait pas vivre sans cette personne, qu'on y croirait encore. Donc, il y avait quelque chose qui ressemble à toutes les femmes, à tout le monde, à tous les hommes, et avec le temps, on y croit plus ou moins. Et en fait, je pense qu'à ma maman, je lui offrais un cadeau que je me faisais aussi en écrivant ce livre, qui est celui de croire que c'est encore possible et
et de retomber amoureuse. Et voilà. Et donc, j'offre ce cadeau aussi à toutes les lectrices de se dire, bah, ça peut aussi vous arriver un jour de pluie en rentrant dans un salon de thé. Ça peut arriver n'importe où et il faut peut-être laisser une toute petite porte en soi ouverte à cette chance-là. Oui, il y a d'ailleurs 2 ou 3 lectrices qui disent mais c'est quand que ça arrive cette chance-là? Donc c'est pas une question, mais je le signale quand même. Et c'est très drôle parce que tu parlais tout à l'heure de ton envie de voir un écrivain japonais qui pourrait répondre. Et il y a une question de Claude qui dit est-ce que vous avez en projet d'écrire la réponse du masseur japonais Alice s'il reçoit et ouvre le courrier d'Alice, bien entendu? Je pense pas que ce soit à moi de répondre en fait. Donc si c'est un écrivain japonais qui répond, je serais ravie. Et sinon, je pense que chacun rêvera à sa propre réponse. Et si c'est un auteur français, ça se passe quoi? Ça se passe mal aussi? Il faut vraiment qu'il soit japonais? Il n'y aura pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que la force que ce soit un écrivain japonais, je voudrais un écrivain japonais qui ne connaisse pas la culture française si bien que ça aussi, parce que ça renverrait ce mystère que j'avais, cette appréhension et à la fois la force de cette langue et sa capacité à lui faire l'effort de se plonger dans notre littérature, par exemple, parce que dans ma façon d'écrire ce livre, j'ai respecté la temporalité d'un roman japonais, j'ai respecté le rythme de leur langue. S'il est traduit en japonais, ils vont ressentir quelque chose de très familier. Et j'adorerais que l'exercice pour un auteur se fasse dans l'autre sens. Je pense que dans cet effort-là, il y aurait la réponse amoureuse pour Alice et qu'elle mérite ça. Il y a des demandes évidemment d'adaptation au cinéma. Est-ce que c'est une idée, mais c'est un mode épistolaire, c'est très difficile à adapter au cinéma. Mais je pose la question à la réalisatrice là. Non, je pense que c'est très adaptable. Je ne veux pas le faire moi parce que là, je suis en train d'adapter Les Promesses et que voilà, je veux pas que ça devienne systématique, que j'adapte mes romans. Et en même temps, je pensais pas que j'allais adapter Les Promesses, j'ai fini par l'adapter. Donc, je sais pas, mais j'adorerais qu'un autre réalisateur s'empare de cet univers, en fasse le sien. Je pense qu'il y a plein de façons d'adapter ce texte. Je pense qu'il serait très beau au théâtre aussi. Mais pas moi. Je pense que j'en ai un peu assez d'aller appuyer sur mes blessures jusqu'au bout. Et j'adorerais que quelqu'un s'en empare. Et voilà, il y a déjà des appels, des demandes. On verra. Et Régine demande qu'est-ce que vous aimeriez dire à Alice si vous la rencontriez? J'aimerais la prendre dans mes bras, je pense. J'aimerais parler. Ouais. Le déclencheur, peut-être ce livre-là, mais peut-être un autre. Le déclencheur qui dit, parce qu'il y a des déclencheurs qui disent oui, peut-être je pourrais écrire là-dessus, mais le déclencheur qui dit ce livre-là, c'est celui qui vient, c'est celui-là que tu vas écrire tout de suite, c'est quoi? Alors, le déclencheur qui a fait que j'ai eu envie d'écrire ce livre est arrivé il y a un moment, puisque j'étais à New York en train d'enquêter sur la tuerie de Newtown. Je venais de rentrer d'un moment très, très violent, d'avoir vu des mères perdre leurs enfants, d'avoir passé mon permis de port d'armes, des choses. Ouais, j'étais dans un univers chaotique, sombre, il neigeait. On ne pouvait pas faire pire, je pense. Et je suis arrivée après 2 semaines d'enquête dans le froid, juste avant mon avion. Je ne savais pas où aller à New York et je suis allée dans ces endroits où ils font les ongles, une petite onglerie avec des dames chinoises hyper mignonnes et des petits kimonos. Je me suis dit, je vais attendre ici, mettre ma valise et puis j'irai après à l'aéroport. Et pendant que je faisais cette chose futile que j'avais oubliée et que je retrouvais quelque chose de ma féminité laissée de côté, puisque quand on est en train d'écrire et surtout sur une enquête comme ça là et tout, on est juste dans sa tête, je pense qu'on oublie son corps. Et à ce moment-là, il y a une fille derrière qui m'a massé les épaules et je me rappelle que je me suis dit, voilà, j'ai pas eu de contact physique depuis tellement longtemps que j'avais oublié que j'avais un corps. Et à ce moment-là, dans la rue, est passée une dame d'un certain âge qui regardait en souriant et je me suis dit, est-ce qu'il y a un âge où ça s'arrête, où plus personne ne vous touche, où on aimerait avoir même des câlins et qu'on n'a plus ça? Et je me suis dit que j'avais
pas laissé d'homme entrer dans ma vie depuis longtemps, que je devais prendre le risque à nouveau. Voilà, c'est vraiment cette expression, on dit laisser ma peau. Mais il faut prendre ce risque-là. Et donc, je suis rentrée à l'aéroport et cette chose est commencé à venir dans ma tête, est revenue, partie. Il y a eu plusieurs moments. Et puis, du coup, à un moment, je voulais en faire au début une femme âgée. Puis, petit à petit, je me suis dit non, il faut que ce soit une femme jeune. Elle a 48 ans dans le livre et c'est une femme qui a encore plein de choses à vivre devant elle. J'étais sur le tournage de Holy Lands. Il y avait une femme avec laquelle j'ai travaillé qui est très très belle et qui m'a dit un jour, alors qu'on parlait toutes les deux, que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas eu d'histoire d'amour. Et je me suis dit, oh là là, c'est fou. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes à qui ça arrive. Personne n'en parle. C'est un sujet dont on ne parle pas, cette peur et cet enfermement, et qui est bien légitime. Et il ne s'agit pas de clichés. Il y a des femmes très belles, très intelligentes, des moins jolies, des pétillantes, mais plein de gens, des filles que moi j'aurais envie de prendre dans mes bras, qui sont mes amies. Et voilà, et ma façon de les prendre dans mes bras, c'était de leur dire, bon, moi je vous offre un livre qui va peut-être vous faire croire à ça à nouveau. Voilà. Je vais passer à une question complètement différente. Et quand je ne dis pas le prénom, c'est juste parce que, ou c'est un nom, ou je pense que Galaxy, ça ne doit pas être le prénom. Ou alors c'est la chanteuse de... C'est ça. Est-ce que tu as eu un jour la certitude de devenir un jour écrivain? Est-ce que ça a été une certitude ou alors c'est juste... Ouais. Ce qui est très bizarre, c'est que je disais que j'étais écrivain avant d'écrire. C'est que je savais, en fait. Je savais que je portais ça en moi et je savais aussi que si je faisais pas ça, j'en mourrais. Et ce n'étaient pas des mots comme ça, c'était des mots que je le disais. Et pas seulement de ne pas écrire, parce que j'écrivais, mais il fallait que je sois publiée. C'était important. Et je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Et ça n'avait rien à voir avec un truc de notoriété et tout. J'y pensais même pas. D'ailleurs, mon père arrête pas de me dire mais tu gagneras jamais quoi que ce soit. Enfin, si jamais tu es publié, tu pourras jamais vivre de ça. Et tu sais, mais je pourrais jamais vivre si je fais pas ça de toute façon. Donc il y avait pas d'option. Et vraiment, c'était très tôt. J'ai commencé à envoyer des manuscrits. J'avais 15 ans, mais je disais que j'allais être écrivain bien avant. Et on envoie à qui quand on envoie à 15 ans d'ailleurs? Tout le monde. D'ailleurs, la lettre la plus importante que j'ai reçue dans ma vie, que j'ai gardée dans ma boîte de lettres magiques, c'est une lettre de Jean-Marc Roberts. Donc, à l'époque, je pense qu'il était chez Fayard, mais j'ai envoyé chez Gallimard, chez Fayard, chez Grasset, et j'ai eu une collection de lettres de refus merveilleuses. Ça fait partie de la vie des écrivains, et c'est important. Je crois, oui. C'est injuste, c'est d'en écrire un autre. Des livres qui servent à écrire des livres, il en faut plusieurs. Et on apprend à écrire qu'en écrivant. Et donc, c'est assez frustrant parce que j'ai dû mettre, je sais pas, 1200 pages à la poubelle ou 4 livres entiers que je relis aujourd'hui avec des moments, des fulgurances où je me dis oui, c'était là, mais je sais ce qu'ils m'ont apporté, ce que j'ai appris, ce que j'ai mis de côté. Donc, il faut, ouais, c'est un vrai métier. Comme il n'y a pas d'école pour apprendre ce métier, il faut soi-même comprendre, affiner, travailler. En France, aux États-Unis, on apprend à écrire. Enfin, il y a beaucoup d'écrivains célèbres qui ont fait des formations. On apprend à être lu et à avoir un regard, mais je pense qu'il y a tellement de façons différentes d'écrire et il y a tellement de voix différentes qu'il faut trouver la sienne et peut-être aussi se débarrasser d'une chose de soi-même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit toutes ces choses qui devraient être des sortes de journaux intimes, même s'ils sont déguisés sous des personnages, une fois que ces cahiers de doléances sont partis, on peut écrire pour les autres. Est-ce que tu penses que ça peut se transmettre quand même? Je pense qu'on peut aider. Mais d'ailleurs, moi, il y a quelqu'un qui a été très important dans ma carrière qui s'appelle Pierre Canavaggio, qui est parti maintenant et qui est un critique littéraire qui a fait beaucoup de choses pour moi. Et quand j'avais 15 ans, 16 ans, peut-être, il a commencé ma maman lui avait donné un de mes livres et puis il avait dit c'est intéressant, je voudrais la voir. Et en fait, il me donnait des livres, il me parlait, il me disait tu devrais réfléchir à ça, il m'aiguillait. Il m'a pas appris, mais parfois il disait non mais ça par exemple ça sert à rien. Juste enlever, aiguiser, épurer.
travailler et juste d'être lu et regardé, c'est très important. Donc oui, si j'avais quelqu'un dans lequel je voyais du talent et une fulgurance, je pourrais l'aider à devenir meilleur. Mais s'il n'y a pas ça au départ, je ne sais pas si ça s'apprend. Il y a quelque chose qui est comme chanter juste ou faux. C'est-à-dire qu'on peut aider quelqu'un à chanter mieux, mais la voix, elle est là ou pas. Et la voix, on l'entend quand on est écrivain et qu'on lit. Quelqu'un qui va devenir écrivain, on peut l'aider à pousser sa voix, mais on ne peut pas lui inventer une voix. Justement, oui, il y a une question. Est-ce que tu prendrais la lecture comme moyen efficace de savoir écrire? Ça fait partie des choses, mais très, très, très étrangement. Pour moi, ce n'est pas la lecture et l'écriture sont des choses mon envie d'écrire n'est pas venue parce que j'étais une grande lectrice. C'est presque, j'ai même pas pensé que c'était la même chose. C'est un peu bizarre à expliquer, mais je lisais beaucoup. Mais je voulais écrire aussi, mais je me disais jamais je vais faire comme ci ou comme ça. Et d'ailleurs, dans les moments d'écriture intense pour moi, il est impossible de lire. Je ne peux pas lire la musique de quelqu'un d'autre, ça me pollue, j'y arrive pas, c'est compliqué à expliquer pour des auteurs, amis qui m'envoient des textes, tout ça, mais je ne peux pas rentrer dans la musique de quelqu'un. Donc, entre mes phases de livres, j'ai une boulimie où je lis 14 livres par jour, mais c'est pas, pour moi, c'est pas lié. Je sais que mon envie d'écrire n'est pas venue parce que j'aimais lire. Donc, évidemment, ça aide, mais c'est différent. Ça vient pas du même endroit. Est-ce que... alors, il y a une Raquel qui demande si elle peut poser sa question et qu'elle nous écoute du Portugal. Mais oui, posez-la votre question. Envoyez-la par écrit. Ce confinement des femmes de cet âge est semblable. Je crois qu'au confinement physique que nous vivons, alors à part vers les réseaux sociaux, et parfois cela arrive aussi, oulala, on échange des messages avec des gens qu'on ne connaît pas et quand on commence à se connaître, hop, la personne disparaît. Donc, il n'y a pas de question là, Raquel. Mais c'est pas grave. Juste pour la musicalité de la lecture et la musicalité, tu parles beaucoup de musique. En quoi ça intervient, cette musicalité? Dans le fait de relire à haute voix, dans le fait d'écouter de la musique en écrivant? Comment tu la mettrais, cette musicalité? Alors, je dis juste à Raquel d'abord merci de me suivre du Portugal et que effectivement il y a aussi dans le roman ce rapport à ce qu'on imagine et ce qu'on projette de l'autre, et c'est pour ça que c'est pas à moi de répondre à mon propre personnage, puisqu'il y a ce que j'espère qu'on va lui répondre et c'est plus possible parce que je suis trop partie prenante. Voilà, donc on verra si elle reçoit une réponse et j'espère que vous recevrez un jour une belle réponse et des fleurs à ce à quoi ce que vous espérez, Raquel, et je vous embrasse. Et pour la musicalité, pour moi, un grand écrivain a une musique, a un rythme quand on le lit, et ça fait partie, je suis sûre que Nathalie, peut-être que tu vas comprendre ce que je veux dire, mais il y a des musiques qu'on respecte, mais qui ne nous touchent pas, par exemple. Il y a des écrivains, je me dis, c'est un très grand écrivain, mais ça ne rentre pas en moi. Et il y a des écrivains plus simples, mais qui font danser des choses dans ma tête. Et chacun trouve, voilà, il faut que ça reflète quelque chose de nous. J'aime pas les grandes phrases, j'aime pas les trucs pompeux, je me sens mal à l'aise, c'est comme si j'étais invitée dans un dîner avec des talons hauts et des grandes robes. Il y a des livres qui me paralysent, où je me sens pas à ma place. Et voilà, il y a ça, il y a une musique, comme il y a des décors, il y a des choses qui sont adressées à des gens et pas à d'autres, et c'est au-delà de la qualité littéraire. Et vraiment, oui, la musique, je ne peux pas expliquer, mais pour moi, mes phrases ont un rythme, une musicalité qui vont vous expliquer ce que mon personnage ressent. Si je suis très émue, ça va être court et dense et intense, je veux dire, et quand elle est dans les moments de réflexion, où elle est posée, où elle regarde autour d'elle, je vais prendre mon temps, les phrases vont se rythmer, il y aura des virgules. C'est presque sur sa respiration que je vous écris ce qu'elle dit. Et quand à la fin, ça se précipite, elle a envie, elle a peur, il n'y aura que des phrases très courtes, un moment qui ressemble à voilà, une course qui s'arrête. Donc, c'est très proche de ça. Et souvent, je ne me rends pas compte tellement quand je l'écris, je me rends compte après.
et du coup, j'améliore dans ce sens. Mais c'est vrai que ton écriture, c'est comme une partition musicale. J'ai compris ce que tu voulais dire et c'est vraiment ça. On comprend dans quel état d'esprit tu es quand tu écris parfois. Et c'est très généreux ce que tu viens de faire parce que c'est pas toujours facile de décrire ce qui se passe en soi quand on écrit et comment on marche ce rythme aussi. Donc merci. Et alors je vais quand même faire plaisir à Cyrine parce qu'elle a que 8 ans et elle dit que sa maman a lu la moitié du bouquin, qu'elle a essayé mais les 2-3 premiers, enfin voilà, je pense qu'elle va attendre un petit peu. Dans la série Questions qui n'ont rien à voir, est-ce que la pièce de théâtre va reprendre celle écrite avec David Fuenquinos? Est-ce que c'est prévu? On m'envoie beaucoup de spectacles et tout, donc c'est sympa. Elle fait des spectacles de cirque et tout, c'est super. Donc on l'embrasse. Est-ce que la pièce va reprendre? On espère, on en rêve, on attend de savoir si nos 3 comédiens sont disponibles, comment, c'est très compliqué, peut-être en septembre. Voilà, j'espère avoir des réponses, mais disons qu'il y a pas mal de chances que ça reprenne. On aimerait bien David, qui a coécrit la pièce, David Fuenquinos et moi-même. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à nos petits conseils de lecture. Pardon pour des questions qui ressemblaient un peu, j'ai pas posé ou j'ai pas nommé personne. Voilà. Puis il y a des choses qui sont, il y a beaucoup de messages qui te remercient pour tes livres, qui disent à quel point, voilà, tout le monde est impatient de lire celui-là. Donc je transmets parce que c'est joyeux de savoir qu'on est attendu en lecture. Est-ce que toi, tu as un conseil d'ailleurs de lecture à nous donner? Quelque chose que tu aurais lu peut-être pendant les jours qui viennent de s'écouler ou... J'ai relu un livre parce que je l'ai offert à mon plus petit garçon et parce que justement on parlait de tout ça, je pense que ça a un sens. Je disais que j'avais envie d'écrire et je savais que j'allais devenir écrivain avant de me mettre vraiment à écrire. Et je pense que ce livre parle de l'écriture, mais il parle de plein de choses dans la vie. C'est L'urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint, qui est un immense écrivain. Je te vois, Nathalie. Oui, juste une parenthèse. Moi, c'est Amanda qui me l'a fait lire et je suis d'accord avec elle. Elle me l'a fait lire. Tu vois, ça fait longtemps que je l'avais pas fait lire et en fait, on parlait de musique, on parlait de choses avec Léon et je lui disais, tu sais, parfois se frustrer, ne pas aller tout de suite vers les choses, on pense que c'est perdu, mais en fait, c'est quelque chose que tu gagnes. Et quand on me demande est-ce que j'ai mis du temps à écrire mon livre, j'ai mis 1 an, mais j'ai mis 7 ans. Parce que tout ce qu'on garde en soi, qui prend du temps, qui reste dans un coin, et cette frustration devient quelque chose. Et je pense que c'est valable dans plein de choses dans la vie. C'est valable pour l'amour. Je pense qu'on est dans un monde où tout se précipite. On doit se voir tout de suite, prendre un verre, se rappeler, pas se rappeler. Et je pense que la temporalité de ce roman, par exemple, de Lettres d'amour sans lui dire, exprime quelque chose qui fait qu'on prend du temps pour se connaître, on prend du temps, et du coup, l'amour naît d'une autre façon. Et il y a plein de choses qui peuvent s'appliquer à ce très beau livre de Toussaint qui explique ses mécanismes d'écriture, sa musicalité, la façon qu'il a de ne pas s'autoriser parfois à écrire pour que ça sorte d'un coup dans un état de violence et d'urgence. Donc voilà, L'urgence et la patience de Jean-Philippe Toussaint. Vous pouvez lire de toute façon tous ses livres. Celui-là particulièrement. Et il sort en rentrée littéraire, là, d'ailleurs. Il sort un prochain livre en septembre. Ouais. J'ai vu ça, je l'attends avec impatience. Bon, merci. Eh bien, moi, je vais faire un petit conseil poche, voilà, parce qu'après, je vais repasser la parole à Nathalie. Donc, voilà, moi, j'ai lu ça, de cet auteur, Maggie O'Farrell, qui est absolument extraordinaire, et qui... alors, on peut penser que c'est un livre un peu étrange, parce que c'est chaque fois qu'elle a failli mourir. Donc, c'est quand elle est approchée la mort, mais c'est pas du tout un livre triste, c'est un livre étrange, mais vraiment très très voilà. Je suis d'accord avec toi. Validé par le chevalier libraire, à qui je repasse la parole. J'étais originale parce que je pense qu'il faut lire ce livre d'Amanda, Les Terres Saintes. Parce que moi, c'est un livre qui m'a marqué. Voilà. Il y a Les Promesses aussi que j'avais beaucoup aimé. Et surtout, un texte que j'aimerais que tout le monde lise, qui est ça, qui est une pièce de théâtre. Le vide blonde, ouais. Voilà.
trop bien. Il faut absolument le lire, là. Tous les gens qui nous écoutent, demain, vous allez en librairie, vous allez vous procurer parce que ça, c'est un texte à lire. Je voudrais rappeler donc que le livre d'Amanda, Lettres d'amour sans le dire, est sorti aujourd'hui aux éditions de Grasset. Donc, on te remercie d'avoir été avec nous ce soir. C'est vraiment une grosse pépite qu'il faut absolument lire parce que j'aime pas dire ça, j'aime pas quand on dit c'est ton meilleur livre, mais je trouve que tu as mis beaucoup de toi, moi j'aime beaucoup ton écriture et j'attendais impatiemment de le lire avec pas seulement nos liens, mais vraiment en tant que libraire, et j'ai trouvé des choses très intéressantes et j'ai été agréablement surprise de voir l'évolution encore de ton écriture. Donc merci d'avoir écrit ce livre, et je dis aux gens d'aller en librairie parce que c'est bien d'acheter les livres d'Amanda, de soutenir les auteurs, d'acheter aussi les livres de Frédéric parce que Frédéric aussi elle écrit des livres. Non, c'est vrai. Voilà. Amanda, je vais même vous faire un aveu, Amanda a été mon éditrice. J'ai écrit pour sa collection, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai eu la chance de découvrir ton livre en avant-première, on va dire. Donc voilà, et dire que demain on se retrouve, quoi. Moi je serai là, vous je ne sais pas, mais au moins moi je serai là à 19h avec Lorraine Fouché pour son roman J'ai failli te manquer qui est sorti qui sort demain aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors Amanda, je voudrais vraiment te remercier du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de parler de ton livre, de parler avec toi. Et je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter, d'aller au Japon, d'avoir un japonais qui t'écrit la réponse, je ne sais pas. Il y a eu plein de messages, donc si vous nous entendez, faites-lui plaisir. Merci à vous, à toi, Nathalie, et qui fait ton métier si admirablement et qui finit par le faire de toutes les façons du monde. Et tu as joué un rôle très important plein de fois dans la carrière de mes livres, et je t'en remercie. Et merci à Frédéric de cette initiative. Et je me dis, voilà, de ce confinement désolant, il est sorti des choses merveilleuses, et ce que vous faites en fait partie, et c'est super, bravo. Et on est là tous les soirs et il faut vraiment venir voir tous ces auteurs qui sont très émouvants, c'est magnifique. Merci à vous. Et donc, comme me souhaiter peut-être un jour un voyage au Japon, ça, ce serait super. Voilà, c'est ça. Bon, on reste une cagnotte pour offrir un voyage au Japon à Amanda. Donc, tous les participants, là, on va tous se regrouper, on va envoyer Amanda au Japon, comme ça, elle nous fera un beau roman japonais auprès. Merci beaucoup, prends bien soin de toi, Frédéric. Demain, si vous le voulez bien.